Bonjour à toutes et à tous. Merci à tous ceux qui sont là. Voilà. Je pense que j'ai préféré inverser les choses en commençant par un peu de musique et pour que nous puissions
entrer de plein fouiller dans le sujet dont il s'agit. Il y a deux éléments importants. Vous êtes sans ignorer que le 28 mai dernier, c'est-à-dire jeudi passé, il y a eu des décisions qui ont été prises en ce qui concerne l'affaire procureur contre le président Gbagbo et le ministre Charles Blé Goudé. Et autre élément aujourd'hui qui est important, nous sommes le 31 mai 2020 de l'ère chrétienne et le président Laurent Gbagbo a 75 ans. En Belgique ou en Suisse, on parlera de 75 ans. Donc, d'entrée de jeu, je dis à mon papa, le président Laurent Gbagbo, joyeux anniversaire. Nous avions, comme je l'ai dit, donc vous voyez le thème, et je voudrais vous rassurer parce que un déni, ça veut dire qu'on refuse, c'est ça un déni. Déni de justice, dénier quelque chose, c'est le refus. L'expression qui est là n'est pas de moi, c'est justement pour ça il faut que, moi je dis, j'explique les choses selon ma compréhension, mais en partant des faits, de manière factuelle, sur ce qui est basé sur les faits et sur les documents de la CPI. Je ne le fais pas au hasard, et c'est sur les documents de la CPI. Donc vous avez le document, parce que qui est fait. Donc ça c'est le document je dis bien du 28 mai 2020, 28 mai, c'est-à-dire le jeudi, la défense du président Laurent Gbagbo. Donc vous voyez l'équipe de la défense du président Laurent Gbagbo, donc signée par Maître Altit. Donc vous avez la signature ici, que vous connaissez maintenant. Donc a déposé un document le 28, intitulé version expurgée de la demande de clarification de la demande concernant la marche à suivre pour engager une procédure en déni de justice du fait du silence opposé pendant 8 mois à la requête de Laurent Gbagbo datée du 7 octobre 2019 visant à ce qu'il recouvre l'intégralité de ses droits. Oui, on peut être surpris, on est peut-être tous surpris, mais sachez que nos avocats ont travaillé. Je suis de ceux qui, quand je viens faire mes directs, un peu demande aux avocats de nos illustres leaders de mettre un peu le paquet. Il faut les saluer tous les avocats. Que ce soit l'équipe du président Laurent Gbagbo, dirigée par Maître Altit, ou bien l'équipe de ministre Charles Blé Goudé, dirigée par Maître Knops, il faut les saluer tous. Ils ont fait un travail remarquable. Ceux dont j'avais les contacts, je leur ai envoyé des messages pour leur dire simplement merci. Je dis, je n'ai pas de mots parce que c'était un travail harassant, difficile, mais ils ont réussi à faire tomber, comme pour prendre, comme on appelle ces symboliques bibliques, Goliath. Oui, ils ont réussi à faire. Donc il faut les saluer. Il faut saluer donc aussi l'équipe du président Laurent Gbagbo singulièrement, parce que comme je vous ai dit, le 28, c'est vrai, on a tous été surpris. Mais je vais vous expliquer à travers le document que je viens de vous montrer qu'on ne peut pas faire autrement. Parce qu'il y a aussi l'idée selon laquelle il y a des pièges. Je ne vais pas aller dans différents sens. Le jeudi, quand j'ai fait mon direct, je vous ai lu le document et je vais le relire de nouveau. Et ensemble, on va faire un élément comparatif. Vous allez voir, pour voir qu'est-ce qui reste, qu'est-ce qui ne reste pas par rapport aux mesures qui ont été arrêtées. D'abord, il est important, avant toute chose, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui souvent ne comprennent rien et ont envie de dire les choses qui ne sont pas. Donc, je vais commencer parce que c'est tout intéressant que pour les gens qui me prennent en marche ou bien qui n'ont pas suivi les événements qui ont lieu là, sachent qu'on vient de loin. Je ne vais pas aller aussi loin que ça, mais je vais quand même commencer par quelque chose qui, ma foi, puisque le procès, on sait qu'il a été ouvert le 28, en association entre le président, où ils ont associé le procès Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé a commencé le 28 janvier 2016. Avant ça, chacun avait été
comment on appelle, a eu des audiences, ils ont eu des audiences séparées. Donc c'est le 28 janvier 2016 que on a cumulé les deux. Je vais partir avec l'opinion dissidente du 15 de Madame Olga Herrera Carbura. Donc, elle a eu une opinion dissidente le 15 janvier 2019, qui est là, que vous pouvez télécharger. Pour ceux qui ne peuvent pas, je vous ai mis mon mail. Vous pouvez me l'envoyer et je vous envoie les documents. Bref. Pourquoi je parle de là? Vous allez, parce qu'elle n'est pas d'accord, elle n'était pas d'accord pour l'acquittement du président Zangba-Mbili. Moi, j'aime bien partir avec ceux qui ne sont pas d'accord. Comme ça, ils vont nous éclairer. Et vous allez voir pourquoi je parle. Donc, je vais lire. Donc, c'est un document de 24 pages. Donc, je vais, puisqu'elle parle des rappels de la procédure, nous sommes à la page 4. Voilà ce qu'elle dit. Au point 4, le procès de Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé s'est ouvert le 28 janvier 2016. Ça, vous le savez. Point 5. C'est le 19 janvier 2018, retenez, que le dernier témoin cité à comparaître par le procureur a déposé à l'audience. Je reprends. Très important. C'est le 19 janvier 2018 que le dernier témoin cité à comparaître par le procureur a déposé à l'audience. Ça veut dire quoi? Le procureur dit: moi, mon dernier témoin, c'est celui qui est passé le 19 janvier. Après lui, on lui a demandé est-ce qu'il y a d'autres témoins. Le procureur dit non. Ça, c'est donc la dissidente qui écrit. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Bref. Donc, le dernier témoin du procureur est passé le 19 janvier 2018. Bien. Vous savez qu'il y a eu la décision d'acquittement qui a eu lieu le 16 janvier 2019. Donc, on va dire pratiquement un an. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ce temps? Je vais vous lire encore, je continue avec elle. Je vais continuer pour que vous compreniez qu'on s'est dit qu'il n'y a pas eu, après le dernier, il n'y a pas eu le fait que la chambre de première instance est mise dans un petit coin, réfléchi, etc. Et puis venir donner la décision. Je vais lire ce qu'ils disent. Au point 6, le 19 mars 2018, sur instruction de la chambre, c'est-à-dire la chambre de première instance, le procureur a déposé un mémoire à mi-parcours livrant un récit détaillé de la cause de l'accusation et des éléments de preuve présentés à l'appui de cette cause. Donc, quand elle a fini le 19, quand son dernier témoin est passé le 19, la cour lui a dit: mais est-ce qu'il ne serait pas bien que tu résumes tout? Est-ce que tu n'as pas des choses à ajouter? Donc, elle a déposé son mémoire le 19 mars 2018. Le 23 avril 2018, les deux équipes de défense ont déposé leur réponse à cet élément-là. Donc, elle a déposé pour elle le 19 mars. Le 23 avril, pratiquement un mois après, les deux équipes de la défense ont déposé une réponse à ce qu'a dit Mme Fatou Bensouda, enfin le procureur, le bureau du procureur. Le 4 juin 2018, la Chambre a rendu sa deuxième ordonnance relative à la conduite à la procédure. C'est-à-dire quoi? Madame, comment on appelle? Madame Fatou Bensouda dit, après le 19 janvier 2018, on dit, bon, qui vient de... Elle dit, non, c'était mon dernier témoin. Ok. Bon, ok, c'est le dernier, ok. Bien. Est-ce que tout ce qu'on a fait, tu peux faire un document pour résumer tout ça? Comme ça, ça va encore... Parce que il y a le document qu'on a déposé au départ, qui est le mémoire. Mais pendant que les gens venaient, il y a eu des questions qui ont été posées, il y a des choses que les gens ont dit qui n'ont peut-être pas bien arrangé le procureur. Est-ce que tu peux faire un document pour dire que si le gars a dit ça, en réalité, c'était ce qu'il avait pensé au départ, mais. Vous voyez? Donc, on lui a demandé. Elle a déposé ce document le 19 mars. Donc, le document, on a remis aux avocats de la défense, qui, eux aussi, le 23 avril, ont répondu. Et puis, le 4 juin, la Chambre s'est réunie pour dire, bon, voilà ce qui s'est passé. On va voir quelle est la démarche qu'on doit suivre. Parce que déjà, pour eux, avec tout ce qui s'est passé, tout ce qui s'est dit, avec le mémoire qui est venu, ils n'étaient pas convaincus. Vous allez le voir par la suite. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on continue de faire appeler, dire à la défense d'appeler ces témoins? Ou bien, on dit, bon, c'est bon parce que ça nous, on a perdu du temps.
C'est ça. Vous voyez? Donc ça, c'est le 4 juin. La Chambre a rendu sa deuxième ordonnance relative à la conduite de la procédure. Je n'ai pas le cité. Le 23, donc ici, ils ont demandé encore des documents, des informations ensuite pour voir. Ça dit qu'on dit, bon, avant de continuer le procès, que vous pouvez apporter deux choses, etc. Je pense que les avocats, une fois que vous les avez, ils vont vous dire ça. Ou alors vous l'avez sur le site, mais je n'ai pas voulu vous bourrer avec beaucoup d'éléments comme ça. Le 23 juin, 1 juillet 2018, la défense de Laurent Gbagbo, écoutez bien, le 23 juillet 2018, la défense de Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé ont chacune déposé une requête en acquittement. Requête ensemble, hein, c'est ce qui est marqué. Hein? Donc, ce qui veut dire qu'ils ont fait une requête ensemble pour dire, hop, avec tout ce qui fait, nous, on demande à ce que nos clients soient acquittés. Ça, c'est le 23 juillet 2018. Requête auquel le procureur et le représentant légal des victimes ont répondu le 10 septembre 2018. Donc, eux ont déposé le 23 janvier 2018 ensemble une requête pour dire, au vu de tout ce qu'on vient de voir, tout ce qui s'est passé, nous, nos clients, on doit les acquitter parce qu'il n'y a rien dans le dossier. Le 10 septembre, le procureur et la représentante des victimes ont répondu. Le 1er octobre 2018, une autre audience a été convoquée. Vous voyez? On dit au fin de la présentation orale des conclusions finale relative aux requêtes de la défense. Donc, puisque cette fois-ci, la défense était dans une posture offensive, c'est elle qui dit, bon, nous, nos clients doivent être libérés. Donc, le président dit, bon, ok, vous avez donné des documents, vous avez répondu, mais venez, vous allez nous dire qu'est-ce qui vous motive à ce que vous demandez à ce que vos clients soient acquittés. Donc, ça s'est passé le 1er octobre 2018. Tu vois? Et de maintenant, on dit à la demande des équipes de la défense, le juge président a accordé une prolongation de délai et reporté l'audience au 12 novembre, au lieu du 1er octobre, au 12 novembre. Les équipes de la défense ont présenté leur conclusion finale orale du 12 au 22 novembre 2018. Je suis toujours avec le document que vous pouvez trouver là-bas. C'est le document de choses, comment on appelle, du 15 janvier 2019, numéro ICC-02/11-01-11, qui est le document de la dissidence. Vous tapez Google simplement dissident Olga Herrera, vous avez ça. Et donc, voilà ce qu'elle dit. Elle dit avant de se lever. Donc, ça dit que quand le 22 novembre 2018, avant de lever l'audience, le juge président, à savoir M. Cuno-Tarfusio, voilà ce qu'elle dit. Elle dit, je peux dire que la Chambre dispose maintenant des éléments lui permettant de prendre une décision au sujet des requêtes aux fins d'acquittement présentées par les deux équipes de la défense. Je puis ajouter qu'une décision sera prise en temps opportun et bien évidemment aussi rapidement que possible. Donc nous sommes le 22 novembre 2018. Donc, on passe novembre, décembre. Rappelez-vous, il y a eu une période de flottement, un peu où on a essayé de nous induire en erreur, notamment on avait essayé d'induire la première dame en erreur, vous vous souvenez, pourtant sortie, je fais une parenthèse, elle est sortie des geôles du régime de M. Hassan Draman Ouattara en prison, RFI n'est jamais allé la voir, mais ce 14 décembre-là, si vous regardez bien le film, vous allez voir que la journaliste du RFI vient, elle dit, madame, enfin libre. Entre-temps, avant ça aussi, dans la matinée, ce n'est pas pour l'accabler, Maître Dadje, qui est son avocat, avait tweeté que le président Gbagbo, le ministre Charles Blé Goudé, avait été transféré, enfin, il s'est sorti de prison. Vous voyez, son avocat a dit ça. Vous pouvez vérifier. Après, il a retweeté encore pour dire que ce n'est pas vrai. Donc ça, c'est le matin, Maître Dadje. Et puis après, vous avez la RFI, qui n'est jamais venu la voir depuis août 2018, qui subitement arrive là, pour lui dire enfin c'est fini, et c'est comme ça, vous voyez le film. Et la première dame, ayant eu, comment on appelle,
l'information de son avocat et RFI qui se déplace. Elle s'est dit, bon, RFI, c'est quand même une radio créée par De Gaulle, dont son objectif, c'est des renseignements généraux français. Elle s'est dit, c'est vrai. Et c'est là où vous avez vu qu'elle a dansé. Bref. Et votre modeste personne qui est devant moi, donc moi, j'ai eu la chance ce jour-là d'être allé et je sais que j'ai été insulté par pratiquement beaucoup de personnes, puisque dans son temps, le ministre Charles Blé Goudé m'avait demandé d'aller, puisque nous on avait prévu, ça c'est une parenthèse que je fais, au niveau de la Belgique. Et là, je salue tous mes frères, tous mes sœurs de la POIB, hein, mes tantis d'Aligou Lakpé, tanti maman Dagou Daniel, madame Yao Gisèle, madame Brou, son mari Guy Bosson, mon frère Ouda Mokhtar, ma belle-sœur Anna demandé. Tu as vu, je suis bien habillé, hein? Mon frère Blé Raphaël Zebli, à qui je salue aussi, voilà, ils savent de quoi on parle. Bref, hein, le grand frère Kokolu, le grand frère Yobo, Bawa Brigitte, qui d'autre encore? Mon frère Zouzou, à qui j'ai dit Jacob, qui a perdu son père il n'y a pas longtemps. Bref, voilà. Si j'ai oublié certains, je m'explique. Donc, nous avons décidé de manifester, enfin de faire Noël avec le président Laurent Gbagbo. Voilà, en ce moment-là. On avait prévu ça en octobre, on a fait la réunion en octobre, et on avait prévu de faire ça le 15 décembre. Et quand le 14, il y a eu cette information, et que j'étais même dans le doute, jusqu'à ce que, dans son temps, le ministre m'envoie un messager pour me dire il faut que j'aille parce que tout ce qui a été dit n'est pas vrai. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé le lendemain, pendant que mes frères étaient là en train. On a manifesté, on l'a fait, on a même déposé 2 cartes de vœux pour le président Laurent Gbagbo et le ministre Charles Blé Goudé, qu'ils ont reçu. Et moi, j'ai été prendre le petit déjeuner, enfin le déjeuner avec le ministre Charles Blé Goudé. Et après, j'ai échangé avec le président Laurent Gbagbo. Bref, donc, et je l'avais rapporté après sur Facebook, et ça m'avait valu beaucoup de friction de part et d'autre, mais j'ai compris, parce que on était tous contents qu'en ce moment-là, qu'on puisse dire véritablement qu'il soit sorti, mais ce n'était pas vrai. Bref, je ferme rapidement cette parenthèse. Et donc, vous avez vu maintenant le cheminement. Pourquoi je fais ça? Pour dire que la décision qui a été prise le 15 de l'acquittement du président Laurent Gbagbo, elle n'est pas née comme ça. Les gens ne sont pas assis, ils ont dit, ah bon, on va faire ça. Vous avez vu le cheminement. Donc, c'est là. Et à la suite de ça, alors, le 15 janvier 2019, la Cour, dans sa majorité, j'ai dit bien la majorité, ils sont 3. Donc, il y a une, Madame Olga Herrera, dont je viens de lire, elle dit, elle n'est pas d'accord. Je ne vais pas entrer dans tous ces détails, mais pour. Et ils ont dit qu'ils doivent être quittés. Voilà le contexte. Mais en même temps, puisque, comme je dis, quand moi je fais mes choses, je ne les fais pas vraiment à moitié. Donc vous avez ici les documents, parce que vous pouvez aller, ça c'est les documents de transcription, vous pouvez les trouver là-bas. Donc je suis allé sur le site, etc. Donc le juge a dit, puis il y a encore comment on appelle la vidéo, où il a dit, est-ce qu'il est possible, non, est-ce que vous voulez, il a annoncé qu'ils sont acquittés. Est-ce que le procureur ou bien l'équipe du procureur veut faire appel? Ils ont voulu, il lui a dit, si vous voulez faire appel, oui, dites. Ils ont dit, oui, il n'y a pas de point qui veut faire appel. Ok. Il dit donc, faites votre document et demain, on vient pour en parler. Donc, le lendemain, ils arrivent. Ils arrivent. Donc, je vais lire ce qui s'est passé le 8, une petite partie. Voilà ce que le juge Kuno Tarfusé dit. Donc, ça, c'est le 16. Il est 9h59 minutes, 11 secondes. Il dit bonjour. Hier, lorsque nous avons levé la séance, nous sommes réunis aujourd'hui pour écouter les arguments portant sur la demande aux fins de l'article 81.3, C1. Nous savons que le procureur a déposé des écritures dans ce sens. Donc, on va alors, quand on dit 81.3, alors on prend ce que je peux appeler la Bible de la CPI, 81.3,
Je vais lire pour vous. Donc, ça c'est... Vous pouvez, si vous avez aussi le point. Donc, 81.3. Procédure d'appel. Ça va? Puisqu'on me parle de 81.3. Donc, c'est ça qui m'intéresse. Ce n'est pas un autre article, donc c'est 81.3. Je vais l'enlever comme ça, peut-être que... Non, on va le garder parce que... Bien. Donc, que nous dit l'article 81.3 ici? Donc, je regarde 81 et 3 nous dit. Et le 3, c'est pas n'importe quel 3. Le 3C et I. Je vais lire d'abord le 83, je vais lire le titre. Donc, nous sommes au chapitre, quand vous prenez, comment on appelle, le traité de Rome. Il est en français. Voilà, comme moi, je suis tellement limité. Donc, le chapitre, c'est appel et révision. L'article 81 parle de l'appel d'une décision sur la culpabilité ou la peine. Et en dessous, donc au point C, voilà ce qu'on nous dit. En cas d'acquittement, l'accusé est immédiatement mis en liberté sous réserve des conditions suivantes. Donc, je vais expliquer, selon ma compréhension, et je pense que je ne me trompe pas. On dit lorsque quelqu'un est acquitté, il est mis automatiquement en liberté. Si on ne doit pas le mettre, il y a un certain nombre de conditions, lesquelles on va les voir. Le I, dans des circonstances exceptionnelles et en fonction notamment du risque d'évasion, de la gravité de l'infraction et des chances de voir l'appel aboutir. Donc, vous avez 3 éléments. Je reprends. Donc, si quelqu'un est acquitté à la CPI, soit on le libère automatiquement, ou bien, cette fois-ci, ça c'est la chambre, parce qu'on nous dit, la chambre de première instance peut, à la demande du procureur, ordonner le maintien en détention de l'accusé pendant la procédure d'appel. Donc, si le procureur dit non, je ne veux pas, on va demander au procureur, pourquoi tu ne veux pas? Il faut qu'il y ait les 3 conditions. Ben, ici, telles que je les lis, elles ne sont pas cumulatives. Ça veut dire cumulatif, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les 3 à la fois. Ça veut dire si au moins une fait défaut, ça veut dire, hop, on doit le prendre. Mais on ne dit pas ça. Tel que je le dis, le mot cumulatif n'est pas marqué. On dit dans les circonstances exceptionnelles et en fonction notamment du risque d'évasion, virgule, de la gravité de l'infraction et des chances de voir l'appel aboutir, la chambre de première instance peut, à la demande, elle peut, on n'a pas dit elle doit, elle peut, à la demande du procureur, ordonner le maintien en détention de l'accusé pendant la procédure d'appel. Point I2, donc nous sommes maintenant à la page 54, la décision rendue par la chambre de première instance en vertu du sous-alinéa CI est susceptible d'appel, conformément au règlement de procédure et de preuve. Donc, c'est ce qu'on nous dit. Donc, c'est ce que nous dit le juge. Donc, comment on appelle, le bureau du procureur écrit le 16 pour dire, voilà ce qui en est. Il faut que ces personnes soient maintenues en prison. Parce que moi, je vais faire appel. Et je ne vais pas faire long, puisque vous savez, vous pouvez suivre, etc. Les arguments développés, puisqu'on a suivi, c'est le 16 janvier, vous voyez sur YouTube, vous avez donc les trucs qui sont... Finalement, les juges ont trouvé que ce n'était pas nécessaire de les maintenir en prison. Voilà, de les maintenir en prison. Et puisque l'élément sur lequel tablait beaucoup le procureur, c'était la question du risque de fuite, que le président Laurent Gbagbo et le ministère Blé Goudé allaient fuir. Bon, il y avait un argument, parce qu'on dit que le président Gbagbo a des moyens. Bon, ça je pense, une fois peut-être, j'expliquerai, parce que mon regard doit être quelque part. Bref. Ça, on va fermer cette parenthèse. Je vais lire alors ce que nous a dit, donc sur le même document qui est de transcription de la CPI, que vous trouvez du 16 janvier 2019. Voilà ce que dit, donc nous commençons.
Donc le juge, quand il prend la parole, il est 11h23, 36 minutes. C'est le juge qui note fusée. Il dit, j'ai deux questions. Une que je dois soulever en audience publique et l'autre à huis clos partiel. Et ces deux questions sont essentielles pour que nous puissions rendre une décision. Nous sommes le 16. Le 15, il y a eu l'acquittement. Nous sommes le 16. Et donc, je vais demander aux équipes de la défense. Maître Knops semble avoir fait allusion à la chose, mais n'a pas été extrêmement clair. Page 19, ligne 22 de la transition aujourd'hui, à un moment où vous avez bien. Donc, Monsieur le Président, la Cour est donc c'est, je crois, Maître Knops qui peut. La Cour, Monsieur le Président, la Cour est déjà certaine que même dans des conditions associées à sa libération, Blé Goudé comparaîtra éventuellement. C'est là maintenant le chose, parce que je crois Maître Knops parlait, le juge qui nous a dit, alors j'aimerais bien que les deux équipes de la défense soient plus claires. Est-ce que les deux personnes en cause sont prêtes à signer un document, écoutez bien, sous l'honneur, comme quoi ils comparaîtront si nécessaire, et les conseils de la défense sont-ils aussi prêts à apposer leur signature aux fins de servir de garantie? C'est la première question. Donc nous sommes maintenant à la page 28. C'est la première question que je vais poser. Est-ce que vous êtes d'accord avec cela? Ça, c'est le juge Cunotar-Fugé qui dit. Le premier à prendre la réponse, il est 11h25 minutes 24 secondes. C'est Maître Altit. Monsieur le Président, Madame, Monsieur, en ce qui nous concerne, nous sommes tout à fait prêts à signer un document, quel qu'il soit, que la Chambre nous demande de bien signer. Et quand je dis nous, il s'agit naturellement de Laurent Gbagbo et moi-même en tant que conseil principal. Le juge Cunotar-Fugé reprend. Merci beaucoup, Maître Knops. Mais il s'adresse à Maître Knops. Maître Knops dit, Monsieur le Président, Madame, Messieurs les juges, Monsieur Blé Goudé et toute l'équipe de la défense, et moi-même en tant que conseil principal, sommes prêts à signer un document. Nous coopérons avec la Chambre au cas où il y aurait un appel et nous comparaîtrons bien sûr. Le juge reprend la parole, il est 11h26 minutes 9 secondes, il dit merci. Je vais maintenant demander à ce que nous passions à huis clos partiel rapidement. Et donc, voilà comment est venue la décision de dire qu'ils sont libres et acquittés. Et moi, j'ai eu la chance ce jour-là d'être là-bas et nous avons chambré le champagne. Voyez? Maintenant, vous avez vu le contexte, comment tout ça s'est passé, au vu de ce qui est là. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Et là, il y a que le 18. Donc, nous sommes le 16. Le même 16, puisque le dossier, une fois que la Chambre de première instance a rendu son verdict, les gens peuvent faire appel, mais ce n'est plus... Parce que le procureur a fait appel, les juges ont rejeté l'appel du procureur. Avec tout ce qu'on vient de voir, il y a les garanties. Il n'y a vraiment rien qui les maintienne au niveau de l'article 83 CI. Rien. Donc, ils ont dit, ils sont libérés immédiatement. Ça, nous sommes le 16. Le même 16, puisque le dossier passe maintenant dans la main de la cour d'appel. Voilà. Donc, la cour d'appel qui a donné la décision. Le procureur fait la même demande. Elle demande de suspendre. Je voudrais, pour une question d'équité, dire que ce n'est pas nouveau. Ah oui, ce n'est pas nouveau ce qui s'est passé. Je vais donner l'exemple. Vous pouvez aller voir, parce que moi, je passe souvent mon temps sur le site. Il y a eu le cas du frère Mathieu Ngudjolo Choui. Oui. Mathieu Ngudjolo Choui a été acquitté, écoutez bien, le 18 janvier 2012, comme ça a été le cas du président Laurent Gbagbo et du ministre Blé Goudé. Le 18 janvier 2012, il a été acquitté. Le même jour, le procureur a fait appel de cette décision, le lendemain, demandant à la chambre d'appel de suspendre les effets et de garder Mathieu Ngudjolo Choui en détention jusqu'à ce qu'elle statue sur le fond de son appel.
Ce même 19-là, la Chambre a rejeté la demande d'effet suspensif. Elle dit non, on ne peut pas les maintenir en prison. Pour dire que jusqu'à ce que tu puisses, à ce que ton appel puisse marcher, on ne peut pas. Et qu'il n'y ait pas de sorte de raison à l'appui de cette demande et que l'intérêt de M. Ngouchelo à être libéré maintenant prévalait. Donc ça c'est la Chambre de première instance 2, qui est à l'époque. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a interjeté appel à la Cour d'appel qui, le 20, a rejeté. C'est-à-dire, comme ça s'est fait avec notre cour, c'est-à-dire la Cour de première instance 2, le 18, a acquitté M. Mathieu Ngouchelo Choui, le 18 janvier 2012. Le 19, donc le 18, le procureur a fait appel. Ça, c'est le procureur Ocampo. Il a fait appel. Le 19, il y a eu la Cour de première instance a dit non, ils doivent être libérés. Donc, le dossier maintenant passe aux mains de la Cour d'appel. Là encore, le procureur fait appel, comme ils ont fait avec le cas du président Gbagbo et du ministre Charles Blé Goudé. Et le 20, la Cour d'appel dit qu'il n'y a pas de raison de faire. Et la majorité l'a emporté. Donc, c'est ce qu'on appelle un cas de jurisprudence. Ça veut dire qu'il y a un cas qui a existé. Et les arguments qu'ils ont utilisés, vous allez voir, même au niveau même de l'arrêt du premier, vous allez voir, ça a été utilisé. Donc, on ne part pas sur du néant, on part sur quelque chose de vrai. Donc, vous avez un cas. Maintenant, nous avons... Et nous, qu'est-ce qui se passe? Donc, nous sommes le 16. Le dossier du président Laurent Gbagbo et du ministre Charles Blé Goudé passe dans la main de la Cour d'appel. Et la Cour d'appel, puisque la Cour de première instance 1, elle a fini son travail. C'est la Cour d'appel. La Cour d'appel suspend. Logiquement, ça va se passer sur 2 jours, comme ça s'est passé avec Ngouchelo. Non, Ngouchelo. Mathieu. Donc, le 18, malheureusement, la Cour d'appel accepte, je dis bien accepte, de maintenir le président Gbagbo et le ministre Charles Blé Goudé. Et donc, ça c'est le document. Donc, voilà donc le document du 18 qui est là. Vous voyez, c'est le 18. Donc, ici, c'est marqué « Décision relative à la requête aux fins d'effet suspensif d'un appel présenté par le procureur en vertu de l'article 81.3c du statut et instruisant sur la conduite. » Donc, voilà le document qui est là. Mais je ne vais pas lire parce que vous pouvez, je dis, vous pouvez aller. Ce qui, moi, m'intéresse, c'est qu'il y a eu deux juges. Il y a eu 2 juges. Ils sont 5. Sur les 2 juges, il y a eu 2 juges qui ont dit qu'eux, ils ne sont pas d'accord. Voilà. Donc, vous avez aussi le document ici qui fait le récapitulatif de Mathieu Ngouchelo. Vous voyez, je ne sais pas si vous arrivez à voir. OK. Donc, vous pouvez la voir. Si je ou bien si vous voulez, je vous l'apporte. Je tenais quand même à le rapporter. Donc, vous avez 2 juges. Vous voyez leur signature? Vous avez 2 juges. Donc, c'est le juge Owa Morrison et le juge Pietrok Hofmanski qui, eux, ils ont fait une opinion dissidente. Bon, c'est en anglais. Je ne suis pas trop fort en anglais. J'ai fait traduire ça, mais je pense que c'est pas. Mais je vais lire ce qu'ils ont dit. Il dit, nous regrettons de ne pouvoir nous joindre à nos collègues dans leur décision d'accorder au procureur la demande d'effet suspensif de son recours contre la décision de la Chambre de première instance de rejeter sa demande de maintien en détention de M. Gbagbo et Blé Goudé. À notre avis, et pour des raisons qui suivent, la demande du procureur aurait dû être rejetée in limine car elle est irrecevable. Il dit, on doit même la rejeter autrement, elle est irrecevable. Point 2. Si une personne est acquittée, ça c'est l'article 81.3c du statut, prévoit qu'elle doit être libérée immédiatement. Ça c'est leur opinion. Il s'agit d'une conséquence automatique de l'acquittement et aucune autre décision ou ordonnance de la Chambre de première instance n'est requise. Il n'y a rien qui le dit qu'on doit les maintenir. L'article 81.3c du statut, je vais tout à l'heure aussi parler du statut de l'homme à la Chambre de première instance.
a le pouvoir d'ordonner à la demande du procureur le maintien en détention d'une personne acquittée en attendant la résolution de l'appel contre l'acquittement. Si la chambre de première instance fait droit à cette demande, la décision de la chambre de première instance sert de nouveau fondement à la détention de la personne acquittée. Si en revanche, la chambre de première instance rejette la demande du procureur, cela ne modifie en rien le statut de détention de la personne acquittée et cela ne fait que disposer de la demande du procureur. En ce qui concerne le statut de la détention, l'obligation légale prévue à l'article 81 3C de libérer immédiatement la personne reste en vigueur, acquittée reste en vigueur. Comme la chambre d'appel l'a déjà jugé, l'effet suspensif implique une décision d'exécution, une décision rejetant une demande au procureur de maintenir une personne acquittée en détention ne contient aucune décision relative au statut de la détention de la personne acquittée qui pourrait être exécutée. Il s'agit simplement d'une décision négative sur la décision négative de la demande de maintien en détention. Il n'y a rien qui puisse être exécuté. Qu'est-ce qu'il veut dire? Si on les maintient en prison, tu veux qu'on les maintienne en prison, mais on fait quoi? Ça dit que par rapport à quoi on les maintient en prison? Ça dit qu'il n'y a rien qu'on exécute qui fait ça. Ça dit qu'on ne fait rien, on ne fait que les mettre en prison. Ils restent là-bas au chaud. C'est ce qu'ils essaient d'expliquer là. Et eux aussi, donc je ne vais pas tout lire, ils font référence à la décision Ngudjolo sur l'effet suspensif, paragraphe 17. Donc, ils en parlent. Donc, ça, ce sont ces deux-là dont vous pouvez regarder, donc, qui ont dit qu'ils n'étaient pas d'accord. Qu'ils n'étaient pas d'accord de le faire. Et là, ça nous met vraiment dans des problèmes parce qu'on ne comprend pas comment se fait-il qu'on ait pu les maintenir en prison. Je vais maintenant revenir à la décision du premier parce que je pense que la décision du premier, elle est, selon moi, il y a beaucoup de problèmes. Il y a beaucoup de problèmes. Je ne suis pas juriste, encore moins avocat, mais je vais utiliser mon bon sens. Je Quand je vais rapidement prendre la décision du 1er, voilà, du 1er février. Donc, je prends donc l'arrêt. Voilà donc l'arrêt du 1er février. Dans l'arrêt du 1er février, vous allez voir les conditions qui vont être prises. Et même, puisque le président Laurent Gbagbo, donc, le 18, nous sommes le 18 janvier 2019, on maintient le président Gbagbo et le ministre Charles Blé Goudé en suspens. Parce qu'il y a deux éléments. Comme il y a acquittement, la conséquence, c'est la libération automatique. Le procureur demande à ce qu'on suspende. La cour d'appel à la majorité de 3 voix contre 2 dit oui, qu'on suspend. Donc on suspend leur libération. Donc, du 18 jusqu'au 5, je dis bien, puisque c'est jusqu'au 5, le président Laurent Gbagbo et le ministre Aboubé retournent en prison. Et moi, je peux l'accepter, puisque je le dis tout de suite, ce n'est pas pour me lancer des fleurs. Le 26 janvier 2019, j'ai été, ça c'est la dernière visite que j'ai pu rendre au ministre Blé Goudé, c'est lui que je connais. Et j'ai pu voir le président, on avait échangé, je le rappelle toujours, on avait discuté un peu sur la position. Et ce jour-là, le président était avec son avocat, maître Blé Christophe, on avait discuté. Donc ça c'est la dernière visite que je lui ai rendue. Donc je peux vous dire que moi, ce jour-là, j'étais présent je les ai vus là-bas. Donc, ils sont restés là-bas, donc je reprends du 18 janvier jusqu'au 5 février. Puisque c'est le 5 février, le président Laurent Gbagbo est venu à Bruxelles. Et le ministre Blé Goudé, on l'a mis dans un hôtel. Donc, il y a eu 2 semaines où ils sont restés en prison, sans justificatif. Moi, ça, c'est selon moi, sans justificatif. Pourquoi je dis sans justificatif? Puisqu'on a suspendu, le fait qu'ils ne puissent pas être libérés. On a suspendu qu'ils ne peuvent pas être libérés. Pourquoi le 19? Pourquoi le 19? Les conditions qu'on leur a données là, dont j'en parlais tout à l'heure, pourquoi les conditions, on ne l'a pas fait le 19 ou le 20? Et puis on a fait passer tout ce temps-là. Moi, c'est ma question. Pourquoi on a fait passer tout ce temps-là?
puisque c'était pour leur imposer des conditions. Parce que vous allez voir dans le document du 1er février, le procureur ne veut... Lui, enfin, le bureau, ou bien Mme Fatou Ben, ça ne dit pas qu'ils ne sont pas acquittés. Hein. C'est qu'elle dit, là. Elle dit, si on doit les libérer, il faut qu'on mette les conditions. Mais si c'est ça, et le président de la cour d'appel le dit. Mais si ça peut mettre les conditions, pourquoi le 19, vous n'avez pas mis les conditions et puis les laisser partir? Et vous les maintenez jusqu'au 5 février. Si c'est seulement pour mettre les conditions. Pourquoi on n'a pas mis ces conditions? Ça, c'est moi, ma question. Deuxième question. Et je pense que, de bon sens, moi, c'est de bon sens. Qu'est-ce qui a changé du 1er février, où on a mis les conditions, jusqu'au 28, pour que subitement, il puisse avoir ces modifications? Ou bien, excusez-moi, je vais vous faire rire peut-être. Est-ce que c'est le coronavirus qui a fait? Qu'est-ce qui a fondamentalement changé? Qu'est-ce que le président Gbagbo a fait, ou bien le ministre Charles Blé Goudon ont fait, pour que du 1er, parce que moi, à ma connaissance, je ne sais pas, si vous en connaissez, vous pouvez le dire, qu'est-ce qui s'est réellement passé pour que subitement, on puisse changer les conditions? Entre le 1er, ça fait plus d'un an, hein, du 1er février 2019 jusqu'au 28 mai 2020, pendant un an, qu'est-ce qui s'est passé pour que la cour d'appel modifie les conditions? Donc, je vais aussi lire, parce que ça aussi, il faut qu'on, je vous le dise et qu'on en parle, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites et je préfère qu'on fasse attention. Je n'ai pas dit, j'ai la science infuse. J'ai dit, moi, je m'appuie sur les documents de la CPI. Ce qui est écrit, on va les lire. On peut les interpréter. Question, qu'est-ce qui s'est passé? Vous conviendrez avec moi? Rien. Rien. Rien pour moi, selon moi. Peut-être à part le fait que le 7 octobre, je dis bien le 7 octobre 2019, Maître Altit a introduit un document pour demander qu'il y ait, comment on appelle, je vais dire le mot exact, pour qu'il y ait, le mot qu'il dit, pour qu'il y ait réconsidération. Je dis bien réconsidération. Et vous savez qu'il y a eu un procès le 6. Donc, les avocats du président Laurent Gbagbo ont plutôt parlé de réconsidération. Ils n'ont pas parlé de réexamen des conditions. Attendez, je cherche mon portable. Ça, c'est quand vous l'avez déjà entendu. Je vais vous la mettre pour que vous... On va écouter maître... comment il s'appelle? Je crois le procès Jacobs. Vous allez voir. Excusez-moi, je cherche rapidement l'élément. Bien. Donc, voilà. Je ne suis pas trop... Attendez, accordez-moi une minute. OK. Sur la question de la reconsidération en tant que telle. Entre reconsidération et réexamen, nous avons estimé que la reconsidération s'imposait. Pourquoi? Parce que la reconsidération touche à la raison d'être de la décision dont on demande qu'elle soit à nouveau examinée. Ici, la décision du 1er février 2019. Tandis que le réexamen touche aux modalités, non à sa raison d'être. Or, c'est bien la raison d'être des restrictions imposées à la liberté de Laurent Gbagbo que nous avons discuté dans notre requête du 7 octobre 2019. En effet, Council, do you have authority for that definition of this thing? Le président, est-ce que vous avez des sources, des références s'agissant de cette distinction entre la reconsidération et le réexamen? Est-ce que vous vous fondez sur une référence juridique? Est-ce que vous pouvez nous la communiquer pour que nous comprenions les choses ainsi? Merci, Monsieur le Président.
Il nous semble que c'est la logique même de ces deux opérations qui commande cette distinction, dans la mesure où le réexamen permet de redemander à une chambre de revoir certaines conditions selon les changements de circonstances, etc., et nous y viendrons dans un moment, alors que la reconsidération permet de demander à une chambre de revoir le fondement même d'une décision, notamment, et je vais y venir, pour éviter une injustice par exemple, ou sur la base d'un raisonnement erroné, ou d'un manque de fondement factuel, etc. Bien. Donc, vous avez entendu ce que le 6 février dernier, les avocats du président Laurent Gbagbo ont dit. C'est-à-dire, eux, ils disent que ce n'est pas, comme je l'ai dit tout à l'heure, un réaménagement en quelque sorte. Voilà. Vous voyez? Ce n'est pas de ça. Ce n'est pas un réexamen. Vous allez comprendre que la CPI parle plutôt de réexamen. Mais eux, ils parlent de la réconsidération. Ça veut dire quoi ce qu'ils disent? Ils disent, bon, ce que vous avez dit là, voilà, donc, si vous prenez donc le document, je vais vous... je vous donne les références. Le document du 7 octobre, à la page de 22 pages, à la page 10, ils disent que l'arrêt du 1er février 2019 par lequel Laurent Gbagbo s'est vu d'un certain nombre de ses droits fondamentaux. Attends, il faut que je dise, excusez-moi, parce que j'ai écrit des choses qui nous... Hein? C'est vu privé, pardon. C'est vu privé d'un certain nombre de ses droits fondamentaux n'est fondé ni juridiquement, ni factuellement. Ça veut dire, il n'y a pas d'un élément juridique qui le soutient. Il n'y a pas des faits qui font cela. Donc, ça dit que la défense du président Laurent Gbagbo se met dans une posture offensive. Vous avez maintenu le monsieur là ici. Qu'est-ce que juridiquement, au niveau des statuts de Rome, nous disent de le faire? Ça, c'est le 6 février. Vous avez entendu tout à l'heure le professeur Jacobs. Juridiquement, est-ce que vous avez un document qui montre que ce que vous avez fait là, ou bien un élément, le statut de Rome, puis c'est un peu la Bible de la CPI. Quel est l'élément qui dit qu'on peut le faire? Ou bien un fait. J'ai cité l'exemple de M. Ngolo Diolo. Ngolo Diolo, il a été acquitté, on a cassé, on l'a libéré. Quel est le fait qui démontre cette jurisprudence-là? Ça n'existe pas. Donc nous, on vous pose la question de nous dire comment vous êtes arrivé à faire, excusez-moi l'expression, ce brigandage juridique. Si ce n'est pas du brigandage, qu'est-ce que c'est? Voilà ce que la question qu'a posée l'équipe de la défense du président Laurent Gbagbo le 6 février. D'abord dans leur document. Je viens de parler du document. Le 7 octobre 2019 et le 6 février 2020. Ils n'ont pas répondu. Et le 2 avril, ils ont encore introduit une demande pour dire, mais attendez, ça fait 6 mois, vous ne répondez pas. Et puis, subitement, on voit, vous avez vu donc là, comment on appelle, le document qui a eu lieu. Mais comme j'ai dit, ce document-là, ce n'est pas un document qui est né comme ça. Hein. C'est un document qui est fait à la suite d'un travail propre qui a été fait. Donc, le document du 28. C'est-à-dire le 28, l'équipe de défense du président Laurent Gbagbo a déposé ce document-là. Le 28, où il y a eu... La question qu'ils ont déposée... Non, ça c'est celui du 18, pardon. Ah, j'ai tellement de documents ici que je me perds un peu. Voilà, le 28. Donc voilà, je vais lire et je vais vous expliquer que tel que. Il dit donc, leur demande de clarification de la défense concerne la marche à suivre pour engager une procédure en déni de justice du fait du silence opposé pendant 8 mois de la requête de Laurent Gbagbo. Donc ici même, ils vont sur 2 aspects. D'abord, le document du 7 octobre dit que quel est l'élément qui vous permet d'imposer ces conditions-là au président Laurent Gbagbo. Et bien évidemment, je pense aussi au ministre Charles Blé Goudé. Ça, c'est le 7 octobre. Mais en plus, 6 mois après, vous ne répondez pas, on envoie un courrier, vous ne répondez pas.
Parce que la demande des avocats du président Laurent Gbagbo, si vous regardez, c'est le 2 avril dernier. Ils ont fait. C'est vrai, on est en période de coronavirus, mais ils ont posé encore. On n'a pas répondu. Et donc, le 28, ils demandent maintenant quelle est la procédure que nous, on doit suivre pour qu'on vous dise que ce que vous êtes en train de faire, ce n'est pas du droit. C'est ça le déni des droits. Vous êtes en train de nier. Le déni, c'est nier. C'est la question que le 28, les avocats du président Laurent Gbagbo ont posé comme question à la cour d'appel. Quelle est la démarche? Qu'est-ce qu'on doit faire maintenant pour vous dire que ce que vous êtes en train de faire, ce n'est pas du droit? Comment on fait? À qui on s'adresse? Comprenez? Voilà. Chers frères, chères soeurs qui me suivez. Désolé, je sais que peut-être que vous êtes en train de mettre peut-être des cœurs, je vous remercie. Mais ici, je n'arrive pas à faire voir les choses, comment on appelle, les éléments passés. J'espère que vous m'entendez. Bref. Donc voilà un peu ce qui s'est passé. Et puis subitement, il y a eu, je vous montre le document. Donc vous allez sur le site. Voilà ce qu'il y a à la une actuellement de la CPI et les éléments qui suivent. Là aussi, je voudrais que nous fassions attention parce qu'il y a des choses qui ont été dites. Je n'ai pas dit que les gens mentent. Moi, je dis, je préfère plutôt me fier à ce qui est écrit par la CPI elle-même que de chercher à interpréter. Je suis en train de chercher le document. J'ai tellement de documents, excusez-moi. Il faut que je trouve le document du 1er février. Ça, c'est celui du 7. Voilà, ok. Bien. Donc, si vous prenez le document du 1er février, je dis bien document du 1er février 2019. Si nous allons à la page 30, nous avons donc les conditions qui ont été imposées. Bien. Je vais commencer à les lire et vous allez voir. Donc, conditions. Ça, c'est la cour d'appel qui fait des conditions. Les conditions imposées à Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé sont les suivantes. I. S'engager par écrit à se conformer à toutes les instructions et ordonnances de la Cour, notamment en comparaissant devant la Cour lorsque celle-ci l'ordonnera, et accepter sous la procédure d'appel devant la présente chambre, pourrait se poursuivre en leur absence s'ils ne se présentent pas devant la Cour après avoir reçu l'ordre. Donc, ils disent, le premier point, il faut que le président Gbagbo et le ministre Charles Blé Goudé signent le document selon lequel ils seront présents. Mais s'ils ne sont pas présents, on va les juger après. On les juge à leur absence. Mais je vous rassure, hein, ce qu'ils ont écrit, il n'y a rien de nouveau. Je vais prendre encore le statut de Rome. Si nous prenons le statut de Rome, nous prenons l'article 83, procédure d'appel. Donc tout est marqué. Procédure d'appel, article 83, mais cette fois-ci c'est article 83, 5. C'est écrit, noir sur blanc. La chambre d'appel peut prononcer son arrêt en l'absence de la personne acquittée ou condamnée. Je reprends. La chambre d'appel peut prononcer son arrêt en l'absence de la personne acquittée ou condamnée. Donc, vous voyez que même si le président Laurent Gbagbo et le ministre Blé Goudé ne venaient même pas, il y a des dispositions qui prévoient ce cas-là. Et encore, c'est encore ma question de bon sens que j'ai posée. Pourquoi alors on les a maintenus d'abord en prison pendant 2 semaines, on les a mis dans ces différentes conditions. Je reviens aux conditions. Ça, c'est la première condition. Donc, c'est-à-dire, première condition, il fallait que le président Gbagbo et le ministre Blé Goudé signent un document pour dire qu'ils sont là. Et que si d'aventure ils ne viennent pas, on peut les juger derrière eux. Ils ont signé. D'abord, ils avaient déjà signé un document avec le juge qui ne t'a refusé. Là encore, maintenant, ils viennent de signer un deuxième document. Le point I2. Informer. Je cite ce qui a été arrêté le 1er février. Il faut qu'on voit. Et puis après, on va comparer. Informer la Chambre et l'État qui les accueille de leur adresse, leurs coordonnées et demander à la Cour son autorisation avant de changer d'adresse. Je reprends bien. Avant de changer d'adresse.
Attention. On dit avant de... Donc, ils doivent demander à la Cour son autorisation avant de changer d'adresse. C'est le deuxième point. C'est quand ils veulent changer d'adresse, alors ils doivent demander l'autorisation. Vous allez voir par rapport à ce qui a été dit. Bref, on continue. Le point I. Ne pas se déplacer en dehors des limites de la municipalité dans laquelle il réside dans l'état d'accueil, à moins d'y avoir été expressément autorisé au préalable par la Cour. Donc, point I. Point 4I. Remettre au greffe toutes les pièces d'identité dont il dispose, en particulier leur passeport. Le point 5I. Se présenter chaque semaine auprès des autorités de l'état d'accueil ou auprès du greffe. Le point 6I. Ne pas entrer en contact, que ce soit directement ou indirectement, avec un quelconque témoin cité par l'accusation dans le cadre de cette affaire ou avec une quelconque personne dont le procureur leur a révélé qu'elle a été entendue dans le cadre de l'enquête en cours en Côte d'Ivoire, sauf par l'intermédiaire du conseil autorisé à les représenter devant la Cour et conformément aux procédures applicables. Point 7i. S'abstenir de toute déclaration publique au sujet de l'affaire, que ce soit directement ou indirectement, ou d'entrer en contact avec le public ou faire des déclarations à la presse au sujet de l'affaire. Ces deux conditions sont les conditions qui ont été imposées à la fois au ministre Charles Blé Goudé et au président Laurent Gbagbo. Il y a une condition supplémentaire qui a été imposée, qui est le point I7. C'est ça qui a fait que le président ne parlait pas, donc j'en parle. Voilà ce qu'on nous dit. Celle-là, se conformer à toute autre condition raisonnable imposée par l'État dans lequel ils seront libérés. Donc ça, c'est le dernier. Là. Donc si tu vas dans un État, l'État peut te dire, tais-toi, tu te tais. Donc, quand le président Gbagbo, je vous l'ai déjà dit, je ne vais pas revenir dessus, ne parlait pas, c'est la Belgique qui a dit, s'il vient ici, voilà. Donc ça, c'est ça. Donc celui-là, je l'enlève. Je vais prendre maintenant les documents de la CPI que vous trouvez maintenant, je n'ai pas dit demain, à l'instant où vous allez à la une, vous avez cette photo-là. J'ai fait exprès pour prendre, vous avez voilà cette photo, voilà, vous avez le logo. Quels sont les éléments qui ont été dits? Parce qu'il y a beaucoup de choses. D'abord, quand vous lisez, ils disent, aujourd'hui, 28 mai 2020, la Chambre d'appel de la Cour pénale internationale ou la Cour a décidé de rejeter la requête de la défense de M. Laurent Gbagbo demandant à la Chambre de réexaminer son arrêt. Lui accordant ainsi qu'à M. Blé Goudé une mise en liberté conditionnelle. La Chambre d'appel a toutefois décidé de revoir les conditions, donc revoir les conditions de la mise en liberté. Cette décision ne concerne pas l'appel contre l'acquittement. Ce qui veut dire, je rappelle, ça veut dire que le président Gbagbo et le ministre Blé Goudé sont acquittés. C'est écrit ici. Cette décision ne concerne pas l'appel contre l'acquittement. Donc ça veut dire, s'il y a un appel, l'appel il continue. Donc ça veut dire que le président Gbagbo et le ministre Blé Goudé sont acquittés. Je vais parler ici. La Chambre d'appel a noté que la défense de M. Gbagbo n'avait pas démontré d'erreur manifeste de raisonnement ni de circonstances particulières justifiant le réexamen de l'arrêt. La Chambre a toutefois décidé, donc c'est la Chambre décidé, de réexaminer, et ça c'est la question, qu'est-ce qui a changé pour qu'il se décide de réexaminer? La nécessité de maintenir les conditions imposées à la mise en liberté des deux personnes acquittées a décidé de révoquer les conditions suivantes. Donc, quelles sont les conditions qui ne sont pas dedans? Ne pas se déplacer. Donc, quand vous regardez ce que j'ai lu là, c'est le point I. Je regarde ici, le point I, ne pas se déplacer. Maintenant, donc, le point I a été barré. Vous voyez? Donc, le point I, pendant 3I, n'est plus là. Ensuite, ça c'est le 1. Le point 3I n'est pas se déplacer, il a été enlevé. Le point 4I, remettre au greffe toutes les pièces. Ça, il ne doit plus le faire. Se présenter chaque semaine auprès du greffe. Ça, c'est le point I5. Il ne doit plus le faire. Et puis, se conformer à toute autre condition raisonnable imposée par l'État dans lequel il ne doit plus se faire. Ça veut dire que la condition 8 qui était faite au président Gbagbo ne sont plus là.
Donc, quand nous prenons l'arrêt qu'ils ont modifié, quand je barre, voilà ce qui reste. Voilà ce qui reste. Le point I, qui sont encore imposés, s'engager par écrit à se conformer à toutes les instructions et ordonnances de la Cour, notamment en comparaissant devant la Cour lorsque celle-ci l'ordonnera, et accepter que la procédure d'appel devant la présente Cour pourrait se poursuivre en leur absence s'ils ne se présentent pas devant la Cour. Donc ça, c'est maintenu. Ils ont dit ça. Bien. Informer la Chambre et l'État qui les accueille de leur adresse et leurs coordonnées et demander à la Cour son autorisation avant de changer d'adresse. Avant de changer d'adresse. C'est très important. Donc ça, c'est maintenu. Le point I6. Ne pas entrer en contact, que ce soit directement ou indirectement, avec un quelconque témoin cité par l'accusation dans le cadre de cette affaire ou avec une quelconque personne dont le procureur leur a révélé qu'elle a été entendue dans le cadre de l'enquête en cours, sauf par l'intermédiaire du conseil autorisé à les représenter devant la Cour et conformément au protocole applicable. Voilà ce qui reste. Ce sont ces 3 mesures. Je suis étonné, je n'ai pas dit que les gens mentent, que j'apprends que lorsque le président Gbagbo et le ministre Blé Goudé doivent faire quelque chose, ils doivent demander l'autorisation. Ce n'est pas vrai. Moi, je le dis. Et je pense que je ne mens pas au vu de ce qui est là. Je l'ai dit dans mon direct du jeudi. Je suis là, tout à l'heure, si le ministre Blé Goudé m'appelle, frère, tu es là? Oui, je veux venir te voir. Il n'a même pas besoin de demander à qui que ce soit. Mais s'il dit qu'il veut venir vivre chez moi, ça veut dire qu'il faut qu'on sache quelle est son adresse. Mais ça s'applique à tout le monde, surtout en Europe ici. Si tu habites à un lieu et que tu veux changer d'adresse, tu vas à la commune pour dire, mais je n'habite plus ici au point A, j'habite maintenant au point B. De toute façon, quand on a des courriers, on te les envoie. Voilà le sens de cette affaire. Il n'y a rien d'autre que de demander autorisation. Donc le ministre Blé Goudé, le président Gbagbo dit, bon, écoutez, il fait bon. Je suis tellement resté longtemps en Belgique. Il appelle quelqu'un en France ou bien quelqu'un en Allemagne. Et là aussi, je vais revenir parce que il faut, comme je l'ai dit, il faut qu'on mette beaucoup de choses au point. Parce que on dit trop de choses qui ne sont pas justes. Je n'ai pas dit que j'ai la prétention d'être celui qui dit la vérité, mais je préfère qu'on s'en tienne aux faits. Parce que les faits sont têtus. Ça, c'est le point. J'allais savoir. Parce que sachez qu'il y a 123 pays. 123 pays, dont la Côte d'Ivoire, qui ont signé le traité de Rome. Si le président Gbagbo et le ministre Blé Goudé veulent aller s'installer dans ces 123 pays, je dis bien dans la Côte d'Ivoire, ils doivent dire, ils informent pour leur dire, on va s'installer, par exemple, en Côte d'Ivoire, on va s'installer au Togo, on va s'installer, voilà. S'ils doivent le dire, comme ça on sait quelle est leur adresse. Par contre, il y a des pays qui n'ont pas ratifié, comme les États-Unis, la Russie, la Chine, Israël. La France, elle a fait 2 trous. C'est-à-dire la France a signé, mais pas la principauté de Monaco. Ça veut dire que le président Gbagbo, le ministre Blé Goudé, ne peut pas s'installer à Monaco, par exemple. Ils sont malins, les Français. Bref. Oui. Et il y a l'Arabie Saoudite. Il y en a d'autres pays comme ça. Je crois le Pakistan n'a pas signé. Il y a eu 123. Donc ceux-là, ça a posé problème. Mais même là, même encore, le point que je viens de lire qui dit qu'on peut derrière, on peut les condamner. Donc je ne vois même pas pourquoi ça pose un véritable problème. Bref. Bien. Donc, il y a cet élément-là. Je ne vais pas faire tellement long ce qui est court, parce que déjà, je sais que ça fait plus d'1 heure. Et donc, pour moi, je viens d'expliquer, au vu des faits, je dis bien des faits, tels que ça y est, que vous pouvez voir maintenant, pas demain, pas après-demain, pas... Maintenant, vous allez sur le site, ou bien vous m'envoyez votre mail, regardez bien, j'ai mis mon adresse mail, je vous envoie les documents dont je vous ai parlé, que vous pouvez trouver. Vous pouvez les télécharger, vous les avez vous-même. Oui. Donc pour moi, comme je l'ai dit, la CPI, je dis bien, ça c'est mon point de vue, la CPI, surtout la Cour d'appel, son comportement fait qu'elle a dit que c'est quand même grave pour moi. Que la Cour d'appel, qui est quand même le summum, est considérée que le président, c'est-à-dire, elle n'a jamais accepté la question de l'innocence du président Laurent Gbagbo et du ministre Blé Goudé. Parce que moi, ce que je vois là, c'est ça. Je peux comprendre qu'un citoyen lambda puisse le dire, ça se comprend, nous on n'est pas des juristes.
mais que des gens qui font le droit, de surcroît qui sont des présidents d'institutions, bien d'institutions dans une institution comme la chambre d'appel, ne comprennent pas qu'une personne acquittée doit être libre, ça pose un véritable problème. Ça pose un véritable problème. Je sais que, comme je n'arrive pas à voir vos messages, je sais qu'il y a des questions qui se posent et je m'en excuse. Question qui va se poser. Quelle est la suite? La suite, il y a deux grands cas. Il y a plusieurs cas, mais il y a deux grands cas. Parce que aussi, je vais rassurer les uns et les autres. Le président Laurent Gbagbo et le ministre Ablé Goudé, le ministre Ablé Goudé a fait 5 ans, le président Laurent Gbagbo a fait 8, non, ça fait, pour le ministre Ablé Goudé, ça fait la 6e année, le président Gbagbo, ça fait 9 ans qu'ils sont sortis. À supposer un instant qu'ils avaient même un passeport, le passeport, il est hors service, il n'existe plus. Donc, ce qui fait que s'ils doivent le faire, ils doivent avoir forcément un document administratif. Et ça, c'est un document administratif, ce n'est pas un document politique. Ça veut dire qu'ils font une demande. Et moi, je vais m'adresser à M. Alassane Draman Ouattara, le chef de l'État. Voilà pour moi une opportunité de sortir par la grande porte. Pour moi, c'est une opportunité de sortir par la grande porte. Je pense, pour ceux qui me regardent, qui sont ses partisans, comme même mes frères qui ne sont pas ses partisans, comme mes soeurs qui ne sont pas ses partisans, ou bien même mes frères qui sont ses partisans, comme mes soeurs qui ne sont pas ses partisans, ou bien les démocrates qui me regardent, pour moi, c'est une occasion. Voilà pour moi ce qui doit réconcilier. Parce qu'aujourd'hui, l'élément central en Côte d'Ivoire, ce ne sont pas les élections, c'est la question de la réconciliation effective. Pour moi, comment ça se fait? Puisque M. Alassane Draman Ouattara a donné les avions de l'État de Côte d'Ivoire pour amener le président Gbagbo et le ministre Ablé Goudé, moi, à sa place, qu'est-ce que je fais? J'affrète un avion pour prendre le président Laurent Gbagbo et le ministre Ablé Goudé pour les ramener en Côte d'Ivoire. Quand ils viennent, je les reçois. Et on discute de la Côte d'Ivoire. Parce que les Ivoiriens sont fatigués. Les Africains sont fatigués des guerres. Et même le chef de l'État, M. Alassane Draman Ouattara, peut aller plus loin. Après qu'il ait discuté avec le président Gbagbo, et je sais que ce monsieur, cet homme, je n'ai pas la science infuse, mais je suis convaincu que c'est un homme qui aime la paix. Je suis convaincu que lui, c'est qu'il est prêt à dire aux Ivoiriens, écoutez, on va se parler. Comme disent les Ivoiriens, guerre mieux que drap. On peut prendre le temps pour se parler. Mais il y a un certain nombre de conditions. En ce moment-là, la question électorale doit être secondaire. Je l'ai déjà dit à plusieurs reprises. La question électorale doit être secondaire. Parce qu'il faut qu'on arrive à guérir les plaies. Il ne faut plus qu'on se regarde en chien de faïence. Il ne faut plus que quand quelqu'un entend taper, il se dit, lui là, il est forcément Gbagbo ou bien, etc. Ou bien quand j'entends Kona, je dis qu'en même temps, il est Bédié. Ou bien quand j'entends Karim, ou bien j'entends Kassoum, comme mon frère Kassoum Ouattara, j'ai l'impression qu'il est chez Ouattara. Il faut que tout ça, on arrive à arrêter. Parce que c'est ça. Et il n'y a que ces responsables politiques qui peuvent donner ce ton-là. La preuve, je donne un exemple tout bête. Quand vous êtes dans un quartier, quand il y a des palabres, quand les parents se réunissent, d'abord les enfants eux-mêmes, ils commencent à jouer. Et les parents peuvent se réunir pour donner un ton. Sinon, des fois, les enfants, ils sont timorés parce qu'à un moment, ils passaient la tantine, ils disaient, mon fils vient, il va dire non, je prends. Il est même capable de dire, maman dit de ne pas manger chez vous. Ouais, et puis ça dérange. Bref. Donc, pour vous dire, voilà pour moi ce que M. Alassane Draman Ouattara va faire en rentrant dans l'histoire. Et je pense qu'il peut le faire et il doit le faire. Il n'y a pas d'autre issue pour moi. Il n'y a pas à perdre ici. C'est la Côte d'Ivoire qui doit gagner. C'est l'Afrique qui doit gagner. Les gens ont pensé que nous allions être le continent qui allait avoir plus de morts en Covid-19, en coronavirus. Aujourd'hui, ça a été démenti. Si on a réussi à éviter le Covid, on ne va pas revenir prendre des armes pour nous tuer. On meurt trop. Prenons le temps pour penser à la vie. Et je cite cette pensée du ministre Ablé Goudé qui dit « Aucune ambition, quelle qu'elle soit, politique, n'est au-dessus de la vie humaine. » Et oui, aucun intérêt, moi je dirais, aucun intérêt ne doit être au-dessus de la vie humaine. Donc, M. Alassane Draman Ouattara, c'est l'occasion. Tu dis tu es oufouettiste, c'est l'occasion. Je souhaite que vous lui parlez. Pour moi,
Voilà la démarche la plus simple. Envoyer, même si c'est pas ça même, demander simplement qu'ils fassent qu'on leur fasse faire les passeports, qu'ils viennent. Même si d'aventure ça s'est passé, dans tous les cas, il y a eu des choses. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Il faut qu'on se parle. Donc pour moi, on vient. Et une fois, il y a les discussions d'abord entre d'abord, il accueille le président Gbagbo, le ministre Charles Blé Goudé, ils discutent. Ensuite, une rencontre entre le président Gbagbo et le chef d'État, M. Alassane Dramane Ouattara, une discussion. Ensuite, associer le président Bédié pour parler maintenant de la situation du pays et des élections. Donc, je pense que ces trois-là sortis après des discussions pour dire, voilà, on peut déjà penser à une situation de ce que je peux appeler de transition. Cette situation de transition va nous permettre de parler. On peut se libérer. Chacun peut dire ce qu'il a envie de dire. On peut dire taper, il est vilain, il a un gros nez. Ça, c'est pas grave. On va parler de ça. On met entre-temps un gouvernement d'union dont M. Alassane Ouattara continue de rester chef de l'État. On met des conditions pour dire que le président Gbagbo, le ministre, et le ministre Charles Blé Goudé ont été des gens qui sont dans les institutions, comme l'avait fait à l'époque le président Gbagbo. On met des gardes à leur disposition, ils sont protégés. Comme on le fait pour le président Bédié, je suppose qu'on continue de le faire. Comme on fait pour les anciens hommes, puisque c'est la Constitution qui le prévoit. Et puis, il y a cette rencontre pour pouvoir décrisper la situation en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas d'autre solution pour moi. Donc, on fixe un canevas. Donc, l'objectif n'est pas de se presser. C'est pas ça. Une date n'est qu'une date. Mais la vie, elle est sacrée. Elle est sacrée. Et à partir de ce moment bien précis, une fois qu'on arrive, on peut même prendre peut-être 3 mois, comme on avait fait au forum, où les gens vont venir s'exprimer. On va dire aux gens, on peut dire ce qu'on a au cœur sans insulter l'autre. C'est ce qu'on va dire. Si quelqu'un vient pour commencer à insulter, pour dire, là on bloque. Mais s'il vient exprimer ce qu'il a au cœur, il dit, mais toi tapé, tu te comportais comme ça, tu as fait ça. En tout cas, tu es un assassin. Si je l'ai été, je dois accepter. En Afrique du Sud, ils l'ont fait. Et je pense, de manière inclusive, nous avons les outils. Et M. Alassane Dramane Ouattara, comme je dis, il sort en haut par l'histoire. Une fois qu'on finit, et après, on va revoir les conditions au niveau des cartes d'identité. On va plus se prendre la tête. Qu'est-ce qu'on fait? Et je suis sûr, les Ivoiriens que je connais, ils sont prêts. Même si on dit la carte d'identité à 5 000 ou bien même à je ne sais pas combien ça est maintenant, ils sont prêts pour dire, bon, c'est un sacrifice. Avec tout ce qui s'est passé, on va faire le sacrifice. Et je suis sûr que là, le RDR lui-même gagne. Parce que si, après ça, il gagne les élections, la chose, etc., qui va venir encore pour dire que le RDR est tricheur? Qui? À moins que la personne ne soit fêlée. Voilà pour moi les conditions qui doivent, je dis bien qui, c'est-à-dire je ne vois pas quelle autre solution. M. Alassane Dramane Ouattara rentre dans l'histoire par rapport à ce qu'il a dit. Peut-être même que, bon, s'il le fait. Moi, je dis toujours, par rapport à ce qu'il a dit, laissez la génération. Je dis, moi, là-dessus, je ne suis pas autorisé à parler au nom de qui que ce soit. Je l'ai dit, mon modeste combat, à travers ce qui se passe, c'est que le président Gbagbo a une famille biologique. Et il a une famille politique. S'il veut être candidat, il appartient à sa famille biologique et à sa famille politique, à laquelle je n'appartiens pas. Je ne suis pas parti de la famille biologique, puisque moi, il m'appelle Groubera. Lui, c'est Gbagbo. Je ne fais pas partie de la famille politique, je ne suis pas du FPI. C'est à partir de là qu'il dira aux gens, mais écoutez, on a fait ce qu'il fallait faire. Peut-être que j'ai 75 ans, maintenant bientôt 76 ans, peut-être je me retire, etc. Bon, bref, je n'ai pas dit qu'il le fait. Moi, ou bien le président Bédié, ainsi de suite. Ou bien, je ne sais pas. Mais au moins, nous allons aller à des élections apaisées. On va aller sans qu'effectivement nous soyons dans la rancœur. On va éviter des morts. Et je pense, on va regarder ce que j'appelle une Côte d'Ivoire qui va prendre son envol. On va être une Côte d'Ivoire qui va s'inscrire dans une vision de l'Afrique. Ça va être une référence. De telle sorte qu'à côté de nous, pour M. Ouattara même, ce sera un gain. Si demain, par exemple, dans un autre pays, il y a des problèmes, on dit, ah, M. Ouattara était chef d'État, il a dirigé, il a permis à ce qu'il y ait le calme, au moins il est ça, on peut venir nous conseiller. Ou bien le président Bédié, ou bien le président Gbagbo, ou bien le ministre Charles Blé Goudé. Ouais, c'est tout ça que nous voulons. On veut avoir des hommes de référence. On n'en a plus.
Donc, ça c'est un appel que je lance au chef de l'État, M. Alassane Dramane Ouattara. La porte de l'histoire lui est ouverte. Je n'ai pas envie de penser à autre chose. La porte de l'histoire avec grand H lui est ouverte. Je l'ai dit et je l'écris chaque fois que l'histoire est le tribunal des peuples. C'est là. La porte de l'histoire lui est ouverte. Pour moi, c'est une occasion que je saisis sans réfléchir. Sans réfléchir. En le faisant, comme je dis, en appelant le président Gbagbo, il profite, il libère tous les prisonniers politiques, civils et militaires. Il demande à tous les frères qui sont à l'extérieur de rentrer. On a besoin, les uns et les autres, d'être en Côte d'Ivoire. Et on va demander aux gens de désamorcer notre colère. Je n'ai pas parlé de haine, de notre colère, parce que la colère qu'elle est légitime. Parce que quand tu souffres, il faut qu'à un moment donné, tu l'exprimes. Peut-être que la manière dont les gens l'expriment peut être excessive, mais cela ne veut pas dire pour autant qu'ils n'ont pas le droit de l'exprimer. Vous voyez? Donc pour moi, voilà une occasion que je demande à tous mes frères, tous mes soeurs du RDR qui sont là, ou bien du RHDP qui regardent. Si vous entendez, dites à M. Alassane Dramane Ouattara que la porte de l'histoire lui est ouverte depuis le 28. Depuis le 28 mai, la porte de l'histoire lui est ouverte. Ce que j'ai dit là, comment pouvez-vous imaginer que demain, le chef de l'État, M. Alassane Dramane Ouattara, envoie un avion ou bien entre en contact directement avec les gens qui sont proches du président Laurent Gbagbo, du ministre Abdoulaye Boudé, pour leur dire, écoute, vous êtes acquittés, on ne peut plus voir autrement, pour rentrer. Ils rentrent. On envoie un avion, on les ramène, et il y a une rencontre. On libère tous les prisonniers politiques, civils et militaires. On fait rentrer toutes les personnes. Alors, on décide d'une situation de transition qui va se passer. On ne sait pas le temps. Peu importe. Ce qui nous importe, comme disait le président Ahmed Sékou Touré, la vie d'un individu va de 0 à 100 ans. La vie d'une nation va de 0 à l'infini. C'est de ça qu'il s'agit. Et je pense, pour ma part, que nous devions maintenant mettre à profit cette situation pour ne pas que nous nous trouvions dans une situation difficile. Chers frères, chères sœurs, c'était, excusez-moi, c'était ma modeste contribution pour que vous compreniez ce que moi j'ai ressenti, ce que j'ai vu. Je dis, et je le répète, je vous ai lu les conditions telles qu'elles ont été inscrites sur le site de la CPI. Évitez les interprétations. Informez-vous, vous le tirez, vous demandez à des gens. Moi, j'ai demandé à des juristes pour dire, ah, mais voilà. Et des juristes m'ont expliqué. Je salue au passage Maître Zokou et Maître Wenche Evariste, avec qui j'ai discuté pour leur dire de m'expliquer. Et aussi, j'oublie mon frère Maître Bougnon. Maître Claver, je n'ai pas son contact, mais ils m'ont expliqué pour dire, je leur ai dit, mais voilà tel que je comprends. Ils disent, oui, tu comprends bien, tu peux l'exprimer, c'est juste. Donc, c'est ça. Je ne suis pas un juriste, je n'ai jamais fait un seul cours de droit, mais je lis et j'utilise mon bon sens. Voilà, chers frères, chères sœurs, que nous pouvons faire. Le défi de l'Afrique est un défi grand. Je terminerai pour vous donner deux informations. La première, c'est mon livre. Donc, vous savez, ces Africains ennemis des Africains. Donc, le mail qui est là, vous m'envoyez un mail pour dire que vous voulez, c'est 15 €. Ou bien, vous m'envoyez inbox comment vous pouvez faire. Et je vous envoie le livre. Il y a plusieurs personnes qui ont reçu. Il reste une 50aine d'exemplaires. J'en avais, puisque avec le contexte, donc j'avais demandé à mon éditeur, à l'édition Marie Bro Foundation Publishing. Donc ici, je salue le grand frère, le professeur Léon Saïri et madame Yvonne Saïri, qui sont mes producteurs. Donc j'avais demandé un certain nombre de copies parce que avec le Covid, c'est avéré que on ne savait pas quoi faire, on était en train de rejeter, fallait-il attendre, tout ça.
Donc, avec mes mêmes moyens, je me suis dit j'allais quand même mettre ça à la disposition. Donc, il reste pratiquement une cinquantaine d'ouvrages à ma disposition. Donc, faites vite pour ne pas que ça soit perdu, enfin, que vous n'ayez pas le vôtre. En tout cas, ce serait une manière pour vous de m'aider, de me soutenir. Première information. Deuxième information, ça c'est maintenant d'ordre politique. Donc, je vous montre ce document, mais c'est un document, il est là. Hein. Vous voyez ce document-là, le document numéro 104 du Sénat français. Donc, c'est le rapport d'information. C'est un document de 501 pages. 501 pages. Je vais vous faire sortir pour que vous voyez. Pour ceux qui veulent. Vous voyez. 501 pages. Donc, ça, c'est la suite. Vous voyez, c'est que vous avez un document de 501 pages. Vous voyez ce que c'est? Bien. Pourquoi je parle de ce document-là? C'est justement, ça dit que ça, c'est l'appel que je lance aux Africains en général et aux Ivoiriens en particulier. Le document, parmi les gens, vous connaissez, bon, on en cite certains, mais je vais parler par exemple de M. Robert Hue. Robert Hue il est membre du Sénat français. Je ne sais plus s'il est encore. Vous avez Valéry Giscard d'Estaing, Nicolas Sarkozy, tout cela, ils sont, quand tu es président. Et Robert Hue, j'en parle, ils font partie de ceux qui ont écrit cela. Et c'est la France. Et quel est le titre? J'espère que vous êtes bien assis. Nous prenons déjà la page 4. Je vous montre. Je sais que vous n'arrivez pas à voir. L'Afrique est notre avenir. L'Afrique est notre avenir. Vous voyez? Et donc, ils parlent, ils expliquent. Donc, le Sénat français, c'est une institution en France qui a un document de 501 pages. Je n'ai pas encore fini de le lire. Peut-être une fois, j'expliquerai. Donc, ils disent que l'Afrique est leur avenir. C'est pour cela que je demande à M. Hassan Draman Ouattara, voilà une partie de l'histoire. Aujourd'hui, il faut que nous, les Africains, nous sachions que les autres, c'est de notre, comme disait le président Sankara, il faut qu'ils vendent les armes pour que nous nous tuions et qu'ils puissent avoir de l'argent. Est-ce que c'est ce que nous voulons? Nous pouvons refuser cela. Parce que les autres savent notre valeur. Les autres savent la valeur du continent africain. Quand nous parlons du panafricanisme, ça ne doit pas être de manière creux. Voilà, pour dire que eux, ils écrivent un document de 501 pages pour dire que l'Afrique est leur avenir. Ils ont répertorié, depuis 2012-2013, hein, répertorié, tac, 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 chaque secteur. Pour ceux qui le veulent, vous m'envoyez, je vous envoie par mail. Et vous prenez le temps de lire. Voyez. Voilà, c'est par cette bonne note que je finis pour dire que, chers frères, chères sœurs, je n'ose même pas imaginer en ce qui concerne le retour du président de l'Europe, du ministre Blé Goudé en Côte d'Ivoire, comme étant des éléments de conditions de tractation de force, etc. Parce que personne n'y gagne. Parce que si le président de l'Europe, le ministre Blé Goudé arrive en Côte d'Ivoire par un rapport de force, qu'est-ce qui va se passer avec les partisans de M. Ouattara? Avec Ouattara lui-même? Est-ce que je pense que lui, ça va l'honorer? Je n'en crois pas. C'est pour cela. Je dis et je répète que le chef de l'État, M. Hassan Draman Ouattara, la porte de l'histoire lui est ouverte. Il n'a simplement qu'à entrer. Il n'a simplement qu'à entrer. Et je pense que le reste se ferait. Parce que il n'y a rien dans, comme diraient les Ivoiriens, il n'y a rien dans la jalousie. Comme il n'y a rien dans la confrontation, en faisant les paraphrases. Chers frères, chères sœurs, c'était un peu cet élément que je voulais partager avec vous. Parce que maintenant, il est 1h30. Voilà ce que je sais. C'est ce que je voulais dire. Et sachez que la possibilité pour un avenir meilleur se trouve dans nos mains. Mais surtout, dans la main de M. Hassan Draman Ouattara de RHDP. S'ils le veulent. S'ils veulent éviter la confrontation. Lui-même, je prends ses propos pour dire, d'après lui-même, il veut changer une génération pour que lui-même, ce qu'il a construit ne soit pas détruit. C'est l'occasion. S'ils en tiennent à ses propos, si, comme disait le président Ahmed Sékou Touré, qui disait que la dignité
est la parfaite harmonie entre ce que l'on dit et ce que l'on fait. Donc, notre dignité, la dignité de M. Alassane Dramane Ouattara est là au fait de l'histoire. C'était sur ces faits que je vous laisse et je vous dis à très bientôt. Savourez cette victoire du droit sur le mensonge. Savourez-la. Ne vous retenez pas. De grâce, si vous voulez avoir des informations, je vous prie, allez sur le site de la CPI. N'écoutez pas à gauche, à droite pour dire oui. Allez sur le site de la CPI. Vous allez avoir des informations. Voilà ce que je tenais à dire. Ou alors, je n'ai pas dit que j'ai la science infuse. Si je le sais et que vous m'envoyez un mail, ou bien vous avez mon numéro de téléphone. Pour avoir mon numéro de téléphone, ce n'est pas compliqué. Vous m'envoyez un mail, je vous dirai ce que je sais. C'est comme la fois dernière, quand le 28, on m'a appelé pour me dire, je lui ai dit, attendez d'abord, je suis allé sur le site. J'ai vu, j'ai lu, j'ai appelé le professeur Saïri qui comprend anglais pour lui dire, quelle est la comparaison, est-ce que la même chose il a dit, et c'est là que je me suis exprimé. N'allons pas sur l'étoile pour effrayer les gens. N'allons pas sur l'étoile pour donner, d'abord pour vilipender, pour insulter. Je trouve que, moi ça me dérange un peu, bref. Mais n'allons pas sur l'étoile pour faire des fake news. L'Afrique a besoin aujourd'hui d'une certaine tranquillité, d'une certaine stabilité, d'une réflexion. Voilà ce que je tenais à dire, parce qu'on ne dit pas que le continent mère est l'Afrique pour rien. Parce que c'est un continent où il y a des gens qui vivent de sagesse. Et notre sagesse, qui n'a rien à voir avec l'intelligence, doit toujours prévaloir. Continuons d'être sages. C'est sur ça que je vous laisse. Je vous aime. Aimons notre continent. Parce que l'Afrique est le continent d'avenir. C'est le même continent maintenant, que ce soit maintenant ou après. Pour tout le monde, c'est un continent qui accueille tout le monde. Et si l'Afrique tombe, toute l'humanité va pratiquement tomber. Donc il faut que nous, qui avons la responsabilité du monde, nous continuons d'être sages. C'est de ça qu'il s'agit. Chers frères, chers amis qui me regardent, je vous remercie et à très bientôt.